À la une ce soir, passeport AES et visa entre incompréhension et blocage. Certains Maliens résidant en Europe rencontrent des difficultés avec leur nouveau passeport AES, empêchant l'obtention des visas pour certains pays européens. Un problème administratif en cause. Le ministère de la Sécurité apporte des précisions dans un communiqué. Drame à Bilali Koto, dans le cercle de Kenyeba, une mine illégale s'effondre et environ 40 personnes ont perdu la vie samedi. Un nouvel accident qui met en lumière les dangers du secteur minier informel. On en parle avec l'invité de ce journal, M. Djibril Diallo, ingénieur géologue minier. Au Niger, les assises nationales fixent le cap de la transition. Le général Abdourahmane Tiani a ouvert samedi les travaux. Objectif de ces assises, définir la durée de la transition en cours depuis le coup d'État de juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Dans un communiqué de l'état-major général des armées rendu public hier dimanche, les terroristes Osama Abouanes et 3 autres ont été neutralisés samedi 15 février à 60 km au nord de Gossi, dans la région de Gao. Plusieurs équipements militaires et des matériels entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été aussi récupérés. Les 10 communiqués précisent aussi que Osama Abouanes, longuement recherché, était le principal coordinateur de la logistique des terroristes entre Gourma et les Haoussa. Je vous l'annonçais en titre, des Maliens vivant en Europe sont actuellement confrontés à des difficultés avec leur nouveau passeport AES, n'arrivant pas pour le moment à obtenir des visas pour des pays européens. Le problème serait dû à un blocage administratif. Mais dans un communiqué ce dimanche, le ministère de la Sécurité a apporté des précisions. Aminata Keïta. C'est le 29 janvier 2025 que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont officiellement lancé le passeport biométrique commun de la Confédération des États du Sahel et les discussions sont en cours pour la mise en place d'une politique de visa commune pour les pays membres. Dans un communiqué en date d'hier, dimanche 16 février, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est dit préoccupé par cette situation et affirme que les passeports AES respectent toutes les normes de l'Organisation de l'aviation civile OACI et que sa mise en circulation a respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalable. En plus, le ministère dans son communiqué confirme que l'ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES. Et cette saisine a été suivie de la transmission du spécimen physique, peut-on lire dans le communiqué. Selon le journaliste malien Malik Konaté résidant en France, je cite, « Les pays de l'Union européenne, espace Schengen, ont demandé un spécimen du nouveau passeport des 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, afin de vérifier si le répond aux normes d'un document de voyage sécurisé. C'est une procédure normale qui suit son cours avant d'être acceptée. En attendant cette vérification, les détenteurs de ce nouveau passeport AES doivent patienter avant de demander un visa Schengen. » Fin de citation, a-t-il notifié sur sa page Facebook. Une information confirmée par l'agence de presse africaine qui explique également que le problème relève d'un blocage administratif dans la vérification des spécimens du passeport AES pour permettre l'authentification des documents. Le ministère de la Sécurité reconnaît également dans son communiqué qu'il poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leurs procédures internes et exigences particulières. Il invite donc les Maliens détenteurs de nouveaux passeports à le saisir en cas d'éventuelles difficultés. L'objectif affiché étant de lever diligemment toutes les difficultés susceptibles d'impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Environ une quarantaine de personnes sont mortes samedi dans un effondrement sur le site d'une mine d'or illégale, illégalement exploitée à Bilali Koto vers Dabia dans le cercle de Kenyeba. Un bilan particulièrement lourd dans une région qui enregistre de plus en plus d'accidents dans le secteur minier. On en parle avec l'invité de ce journal, M. Djibril Diallo. Il est ingénieur géologue minier. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. On plante donc les décors avec cet élément signé par Djeneba Samaki. Le cercle de Kenyeba, riche en ressources aurifères, attire de nombreux exploitants, y compris des sociétés étrangères. Cependant, l'exploitation minière, souvent illégale ou mal encadrée, entraîne des conséquences désastreuses pour les communautés locales, multipliant les accidents mortels, comme l'incident qui a eu lieu samedi à Bilal Koto. Ce nouveau drame a été néfaste à des dizaines de femmes qui ont perdu la vie et une dizaine de blessés graves, évacués vers l'hôpital de Kenyeba. Selon des témoignages,
Les victimes étaient montées dans des puits à ciel ouvert laissés par des mineurs industriels pour chercher des morceaux d'or lorsque la terre s'est effondrée autour d'elles. Face à la tragédie, le chef du gouvernement a convoqué dimanche 16 février une réunion de crise avec les ministères concernés afin d'évaluer la situation et de proposer des mesures fortes afin d'éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent. Dans le cadre du suivi de la situation dramatique, une mission ministérielle s'est rendue ce lundi 17 février 2025 dans la localité de Bilal Koto afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Notons que les éboulements dans les mines artisanales du pays sont fréquents et souvent meurtriers. Il y a un peu plus d'un an, un éboulement particulièrement meurtrier avait fait plus de 70 morts dans une mine d'or à Kangaba. Fin janvier 2025, au moins une dizaine d'orpailleurs ont été tués, majoritairement des femmes, à la suite de l'effondrement d'une mine dans la même localité, illustrant une nouvelle fois la dangerosité des conditions d'exploitation dans ces sites non réglementés. Vous venez de suivre cet élément. Monsieur Diallo, avez-vous d'autres explications sur les circonstances exactes de cet effondrement? Bon, d'abord, il faut qu'on dise que c'est les conséquences du manque d'encadrement, d'organisation du secteur de l'orpaillage qui échappe à l'état de l'indépendance jusqu'à nos jours. Ce secteur exerce dans l'illégalité et dans l'informel. Donc, ce qui fait que quand une activité est exercée dans l'illégalité, si je dis l'illégalité parce que dans le code minier, il est dit que l'orpaillage s'exerce uniquement que dans les couloirs d'orpaillage. Et si vous prenez le nombre de couloirs qui sont créés, c'est pas beaucoup. On peut dire que 90% des orpailleurs, si on s'en tient au code minier, est en train d'exercer dans l'illégalité et dans l'informel. Et ça, c'est à l'État de voir comment pouvoir organiser ce secteur, de pouvoir l'encadrer à travers des services techniques. Justement, aussitôt, une réunion de crise a été convoquée entre le ministre des Mines et les autres départements concernés. Quelles ont été les mesures prises? Bon, je ne suis pas au courant des mesures qui ont été prises, mais moi, en tant que président d'une association de la société civile, nous, on a toujours décrié que cette activité, il ne faudra pas laisser pour compte, parce que c'est une activité qui fait plus d'1 million d'emplois. Bon, même si c'est de l'auto-emploi, quand même plus d'1 million de Maliens qui arrivent à trouver de l'emploi dans ce secteur-là et qui fait vivre plus de 2 millions de Maliens. À notre avis, on a jugé nécessaire qu'il ne faut pas laisser ce secteur-là pour compte dans la main vraiment des gens qui n'ont aucune expertise. Donc, afin de pouvoir éviter ce genre de catastrophes, on pense qu'il y a des mesures sécuritaires à prendre parce que une exploitation artisanale, souvent, les mesures sécuritaires, environnementales, même sanitaires, ne sont pas respectées. Mais maintenant, qui doit jouer ce rôle? Ça, c'est un grand problème. Donc, concrètement, quelle alternative? L'alternative, c'est de pouvoir essayer de voir, même s'il faut mettre en place une commission qui va réfléchir, afin de dégager des solutions, afin de pouvoir organiser, encadrer ce secteur et de former les acteurs de ce secteur et vraiment de les sensibiliser, de ne pas travailler dans une certaine insécurité dans ces mines artisanales. Parce que la plupart de ces mines artisanales, la plupart n'ont pas de documents qui les autorisent à travailler. Ça, c'est un. Souvent, ils font des deals, des accords avec la communauté locale qui, par méconnaissance, se font soudoyer. Et maintenant, ces communautés essaient de travailler avec ces artisans, ces exploitants illégaux. Et souvent, c'est avec des conséquences parce que les mesures sécuritaires, environnementales et même sanitaires ne sont pas respectées dans ces exploitations artisanales. En tant qu'ingénieur, un dernier mot sur l'importance d'une exploitation minière plus responsable et sécurisée. Et ça peut avoir des impacts sur, on peut dire, sur le plan social parce que je viens de vous dire que c'est une activité qui fait vivre plus de 2 millions de Maliens. Donc, il serait préférable de pouvoir organiser ce secteur, de l'encadrer, même créer des centres de formation professionnelle. Et maintenant, ces acteurs-là aussi, les apprendre à exploiter dans les mesures de sécurité qui respectent l'environnement aussi.
Je pense que quand l'environnement, les mesures sécuritaires sont respectées et environnementales aussi, et leur production aussi, il faut que l'État essaie maintenant de cerner leur production et de s'intéresser à la chaîne de production jusqu'à la commercialisation de leur production. Yeah. Donc, il est vraiment très, très important que l'État puisse voir comment pouvoir, je peux dire, encadrer cette activité. Je pense que ça pourrait nous éviter pas mal de ces accidents-là. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Sur un tout autre plan, à l'issue de la séance de travail de la commission ad hoc vendredi et suite à l'ouverture des négociations avec le gouvernement, la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève à compter de ce lundi 17 février 2025. Cette information a été donnée dans un communiqué qu'elle a publié vendredi 14 février. En grève depuis le 27 janvier dernier, au cours de laquelle les universités et les grandes écoles étaient fermées, ces enseignants du supérieur réclament l'application d'un décret présidentiel de 2017, leur garantissant une prime de recherche. Par ailleurs, la coordination précise dans le même communiqué qu'en cas d'interruption des travaux de la commission, elle rendra responsable le gouvernement et relancera la grève sans autre forme de préavis. Direction le Niger, les travaux des assises nationales ont été ouverts samedi par le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani. Ces assises sont censées notamment fixer la durée de la transition en cours depuis juillet 2023. Le récit avec Soumaïla Fani. À Niamey, dans la capitale nigérienne, plus de 700 participants ont entamé samedi 15 février les travaux des assises nationales et ce jusqu'au mercredi 19 février prochain. Début 2024, des concertations se sont tenues dans les 8 régions du pays et de la diaspora pour préparer ces assises nationales dont l'enjeu sera de définir la durée de la transition et d'adopter une charte censée régir cette période transitoire. À la différence de ce que les Nigériens ont connu par le passé, les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de compte, de critiques acerbes, injustifiées et de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Elles doivent plutôt être un moment d'échange constructif qui va fédérer tous les Nigériens pour l'atteinte de nos objectifs communs d'unité nationale, de cohésion sociale, de justice sociale, de paix, de sécurité et de progrès socio-économiques. Durant 5 jours, les participants repartis en plusieurs sous-commissions thématiques échangeront sur des questions portant sur la sécurité, la réconciliation nationale et la refondation politique et institutionnelle. Le Burkina Faso et le Mali, membres avec le Niger de la Confédération de l'AES, y sont représentés par des experts et feront aussi partie de ces commissions. On note cependant l'absence de plusieurs organisations aux représentants de la société civile du pays qui boycottent ces assises nationales. Parmi elles, on peut citer l'Ordre des avocats et Transparency International Niger qui luttent contre la privation des libertés, la corruption et les détournements des biens de l'État. Sport à présent, la 6e journée du championnat national Ligue 1 qui était en retard s'est tenue hier dimanche 16 février 2025. Une journée que le Djoliba AC a remportée sur le stade malien par le score de 1-0. Retour sur ce classico avec Assitoumani Koulibaly. Le match Djoliba AC Stade malien était l'un des matchs les plus attendus de ce championnat national Ligue 1. Hier dimanche 16 février 2025, les deux rivaux se sont rencontrés. Un premier classico de la saison, comptant pour le match en retard de la 6e journée. Une rencontre à l'issue de laquelle les Rouges de Bamako se sont imposés sur le plus petit des scores 1-0 sur les Blancs de Sotuba. Une victoire remportée grâce notamment à un but inscrit par Adama Goïta à la 19e minute de jeu. En prenant l'ensemble, le contenu du match, je pense que en tout cas c'est la meilleure équipe qui a gagné. Parce que quand on voit le Djoliba était
très très déterminé et engagé dans les duels. Et c'est logique qu'il remporte ce premier classico de la saison. C'était un tournant majeur, parce que je pense que ça fait 2 matchs successifs, le Djoliba remporte. Donc c'est une équipe revancharde du stade qu'on doit s'attendre à voir pour le reste de la saison. Dans une réaction de l'entraîneur du Stade malien lors de la conférence d'après-match, M. Mamoutou Kane alias Mourlé a souligné que l'équipe traverse une période difficile tout en rassurant les stadistes qu'elle reviendra plus forte. Le Stade malien peut regretter parce qu'ils étaient sur, comment le dire, une bonne phase. 2 matchs de victoire, 6 buts marqués, mais malheureusement avec cette défaite, ça va compliquer un peu peut-être les 3 matchs restants pour le stade, pour la phase aller. Déjà, le sélectionneur l'a souligné hier en conférence de presse. 2 matchs chaque 3 jours, c'est un peu compliqué. Bon, quand on regarde les stades maliens, ils n'ont pas assez d'effectifs. Mouroulé, il a une seule équipe qu'il tout fait tourner lors des différentes rencontres. Avec ce succès, le Djoliba AC totalise désormais 24 points, ce qui fait du club le seul en tête du classement général contre son adversaire le Stade malien, classé en 7e position avec 16 points. Il faut rappeler que les 2 équipes respectives ont chacune 2 matchs en retard. Ce lundi, la 13e journée du championnat a démarré avec 2 rencontres qui étaient au programme. Le reste des matchs se poursuivront mercredi 19 février avec le Stade malien face à ASCO. Le Djoliba AC de son côté jouera contre Afé Football Elite, Afé. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.